Kisangani dans la Chopo, c'est l'heure de vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Avoir plus d'étudiants et déclarer moins, certains chefs d'établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire s'y sont essayés ou ont géré les fonds avec indélicatesse. La traque est lancée, les PG et la ministre de l'Essu ont convenu de la manière. L'arsenal législatif doit être remodelé pour assurer une bonne réparation des victimes et garantir la non-répétition. Le FONAREV a réuni pendant des jours les experts nationaux et internationaux pour des recommandations pertinentes. Boma of Africa pour l'intégration régionale, ça se discute à Banguela, en Angola. Le président du Sénat de la RDC participe aux échanges sur le corridor de Lobito et l'avenir du port concerné. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La République démocratique du Congo et la Chine portent leur regard sur le partenariat gagnant-gagnant. La question était au centre de l'audience que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé à l'ambassadeur de Chine accrédité à Kinshasa. C'était hier dans la soirée à la Cité de l'Union africaine, Jules Tshilomba et Coco Molicho. Les relations bilatérales d'amitié et des coopérations entre la République démocratique du Congo et la Chine sont au beau fixe. Elles demeurent marquées par un partenariat stratégique et une forte coopération économique. Ce jeudi 13 juillet, l'ambassadeur de Chine en RDC a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Zhao Bin est venu réaffirmer au chef de l'État la volonté de son pays de cheminer avec la RDC dans une vision de coopération gagnant-gagnant. Je suis très honoré d'être reçu tout à l'heure par le président de la République. Je lui fais une présentation des projets de coopération qui sont en cours et qui sont à mettre en œuvre entre nos deux pays dans différents domaines, que ce soit politique, économique, militaire, minière, d'infrastructure, etc. Le président a exprimé sa volonté de continuer à travailler avec la Chine pour réaliser un résultat gagnant-gagnant dans la coopération entre les deux pays. Et à travers cette visite, il est pleinement confiant en le développement du partenariat stratégique de coopération globale qui unit la Chine et la République démocratique du Congo. Lors du forum sur la coopération Chine-Afrique en Beijing, l'année dernière, le président chinois avait exprimé son souhait de consolider la confiance politique mutuelle et le développement avec la RDC, tout en approfondissant la coopération bilatérale dans différents domaines. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, la rencontre revêt un caractère régional et implique une intégration économique. Boma of Africa se tient à Banguela, en Angola. Le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, représente la République démocratique du Congo à ses assises. Edith Chala. Arrivé dans la soirée du jeudi 3 juillet 2025 dans la ville de Banguela, en Angola, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, est invité à prendre part aux discussions sur l'intégration africaine dans le cadre de l'organisation dénommée Boma of Africa. Vendredi matin, la délégation devant participer à ces assises a commencé par visiter le port de Lobito, qui constitue une voie d'accès à l'océan et qui permet de relier principalement trois pays, l'Angola, la RDC et la Zambie. Dans la présentation du port, les responsables de son administration ont présenté les différents terminaux du port et sa capacité à fournir un flux de marchandises très remarquable, et ils ont déclaré que le port est toujours en développement et nécessite des investissements supplémentaires des partenaires africains et du monde. Actuellement, la capacité du port est de 300 000 conteneurs statiques et 250 000 conteneurs en mouvement. L'engagement pris par nos trois pays avec à leur tête les chefs d'État sur le corridor de Lobito et appuyer toutes les initiatives qui vont dans le sens de la matérialisation de ce corridor de Lobito pour le bien de nos populations, pour les échanges commerciaux d'abord entre nos trois pays mais aussi au niveau de toute l'Afrique.
mais surtout pour l'emploi des jeunes. Parce que nous espérons que tous les investissements qui vont venir pour le développement des matières vont permettre de l'emploi pour nos jeunes. Cette visite s'est effectuée avec Madame Nkosazana Dlamini Zuma, présidente honoraire de la Commission de l'Union africaine. L'accord de paix signé récemment entre Kinshasa et Kigali à Washington, le gouvernement congolais a clarifié les choses pour qu'il n'y ait plus d'interprétation erronée. Thérèse Kaikwamba Wagner s'est adonnée à cet exercice. La ministre d'État aux Affaires étrangères, signataire de cet accord, était face au chevalier de la plume aux côtés de son collègue de la communication et des médias Patrick Mouyaya lors du briefing presse. On fait le point avec Jacques Aboba. Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit d'un engagement politique et sécuritaire centré sur des objectifs clairs. Cette déclaration vise à dissiper les rumeurs sur un deal économique ou minier déguisé au détriment de la souveraineté congolaise. Thérèse Kaikwamba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a précisé que le texte ne contient aucune contrepartie économique contraignante et ne prévoit ni cession des ressources ni accord parallèle. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères, la fin du soutien aux groupes armés, qu'il s'agisse du M23 ou d'autres, la neutralisation des menaces résiduelles et le retour durable de la paix dans l'est de notre pays. Vous allez vous rendre compte que dans ce préambule, on réitère justement l'attachement aux principes du droit international, aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la résolution 2773, mais aussi aux efforts régionaux de médiation sous l'égide de l'Union africaine et aussi de la SADC et de la CIRGL. Du côté de la RDC, nous nous réjouissons énormément du fait que la résolution 2773, première résolution en plus de 20 ans qui reconnaît explicitement le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, soit évoquée explicitement dans ce préambule, parce qu'encore une fois, ça nous donne un cadre très clair sur la nature du conflit que cet accord de paix est appelé à résoudre. Patrick Mouyaya Katimbwe, ministre de la Communication et Médias, a renchéri en plaçant cette entente dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la stabilité et l'intégration régionale, tout en rejetant toute lecture biaisée ou fantasmatique. Le président de la République, justement, s'exprimant sur les sujets, parlait de la nécessité d'avoir une paix durable et une paix que nous voulons définitive. Donc il est important que tout le monde comprenne que lorsque nous avons fait la paix, lorsque nous avons consolidé la paix, le pan qui suit, c'est le développement. D'abord pour nous-mêmes. Et puis on a parlé d'intégration régionale. On a parlé du modèle de l'EAC, on a parlé des CIRGL. Donc ici, il faut regarder le rôle moteur de la RDC, de tout ce que nous représentons comme marché économique, et que si les opportunités arrivent, c'est des opportunités qui ne se feront pas que pour un seul voisin, mais c'est des opportunités qui vont toucher toute la région avec des effets contagieux. L'accord signé à Washington vient s'ajouter sur la longue liste des tentatives de pacification de l'Est de la RDC, région en proie aux violences depuis plus de 3 décennies. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu fragile. C'est un engagement multilatéral doté d'un dispositif de suivi des redevabilités et de coordination régionale où la communauté internationale joue un rôle de garant. Pas d'amalgame possible sur le retrait des forces d'occupation en République démocratique du Congo. L'opération de neutralisation des FDLR et de désengagement des troupes rwandaises en République démocratique du Congo vont se faire concomitamment, a martelé le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos. Les détails dans son reportage de Joseph Oscar Balkaïch. Signature de l'accord de paix du 27 juin 2025 entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sous les auspices des États-Unis d'Amérique, accord sujet de beaucoup d'interprétations particulières. 2 divergences de vues se dégagent. Pour le Rwanda, il faudra d'abord la neutralisation de FDLR avant d'envisager le retrait des forces de défense rwandaises. Et du côté congolais, les 2 opérations devront se dérouler concomitamment. Le conseiller spécial de l'administration Donald Trump pour l'Afrique, M. Boulos, tranche.
Ces choses-là doivent aller de pair. Les deux parties se sont mis d'accord pour établir un mécanisme de sécurité commun. C'est très important et c'est fait partie de l'accord. Pour la première fois, ils ont établi un mécanisme de sécurité commun en vertu duquel toutes ces choses font l'objet d'un accord commun et coordonné par les deux parties. La neutralisation des FDLR est un point très important, ainsi que la fin des mesures défensives prises par le Rwanda. Tout ça va de pair. Cela devra être fait de façon simultanée, d'une façon qui convienne aux deux parties. Reçu par notre confrère de France 24, le conseil spécial de Donald Trump a annoncé d'autres étapes à suivre après la signature de cet accord. Il y aura une cérémonie de signature à la Maison-Blanche, à laquelle le président Trump sera présent. Les deux présidents Tshisekedi et Kagame signeront au nom de leurs deux pays. C'est un accord large et beaucoup plus global. Comme nous le savons tous, c'est un conflit qui dure depuis plus de 30 ans. Et les gens ont souffert. Plus de 6 millions de personnes ont péri. Il y a eu des millions de déplacés et de réfugiés, probablement 8 millions de déplacés et des centaines de milliers de réfugiés. Donc d'un point de vue humanitaire, évidemment, ça a été une véritable catastrophe. Les gens souffrent depuis longtemps. Il est donc temps d'en finir avec ce conflit. Il est temps pour le peuple du Congo et les populations de la région des Grands Lacs, plus globalement, de prospérer. C'est un droit de prospérer pour eux et ils le méritent. L'accord du 27 juin 2025 se veut global et globalisant. C'est ce qui les différencie d'autres accords signés précédemment pour la résolution de la crise dans la région, a indiqué le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, M. Boulos. Et à Kinshasa, il sollicite l'implication du rapporteur de l'Assemblée nationale pour résoudre de manière durable leurs problèmes internes. Les ressortissants du groupement Tombekili vivant à Kinshasa ont rencontré l'honorable Jacques Njoli dans son cabinet de travail pour se faire regarder. Parmi les problèmes auxquels sont confrontés les habitants figure notamment l'exploitation illicite de la forêt du groupement Tombekili par une société non neutrement identifiée. Cela sous l'œil impuissant des autorités compétentes provinciales. À cela s'ajoute l'imposition par le chef des secteurs des Baulois, Junior Ngomo, à tout piéton de payer un impôt à hauteur de 2000 francs congolais sans aucune sensibilisation préalable ni imprimer des valeurs sécurisées et non périssables, en violation de toute procédure et périodicité conformément à l'ordonnance de loi numéro 18/004 du 13 février 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition. Après échange, Maître Blanchard Ikwa a exprimé sa satisfaction pour l'attention particulière que leur hôte, le professeur Jacques Njoli et Sengekeli, leur a accordé. Le cahier des charges pour les exploitants forestiers a été publié par le gouvernement. Partout, il est imposé par tout exploitant forestier de répondre au prorata de la population, c'est-à-dire respecter ce qui est demandé par la communauté locale avant d'exploiter la forêt. Occasion pour Lia Feboeli Bontette, notable de Tombekili, d'appeler tous les exploitants de cette forêt à suspendre toute exploitation en attendant les conclusions de la commission d'enquête qui sera diligentée sur place. Et plusieurs ouvrages ont vu le jour à Kasenga pour le grand bonheur de la population. Ce geste porte la signature de l'honorable Samuel Kilolo qui a également placé un mot sur l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Regardez. Le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Samuel Kilolo Yumba, s'investit activement à travers différents projets qu'il a lancés dans sa circonscription électorale, faisant de lui l'élu de Kasenga qui joue convenablement son rôle du représentant du peuple et acteur du développement local. À peine les vacances parlementaires commencées, l'élu de Kasenga est allé à la rencontre de sa base électorale du village Minga. Nous n'avons pas le temps à perdre. Aimer le chef de l'État, aimer le pays,
c'est travailler pour sa population. Ici, il a initié depuis peu un vaste projet de forage de 20 puits d'eau potable à travers tous les territoires de Kasenga. Et à l'heure actuelle, 8 puits ont été forés, dont 4 sur financement propre et 4 autres forêt sur financement de la coopérative minière comme Elisa qui l'appuie. L'honorable Samuel Kilolo Yumba a aussi procédé à la remise des motos au comité des associations des motocyclistes du village Minga. Un programme qui va s'étendre dans tous les villages de Kasenga, moins bavard, mais plutôt concentré pour donner des solutions aux desiderata de ses électeurs de Kasenga. L'honorable Samuel Kilolo Yumba a initié les travaux de construction à neuf de cette école avec plusieurs salles de classe qui seront opérationnelles dès la rentrée scolaire prochaine. Fidèle élève du gouverneur Jacques Kabula Katwe, l'honorable Samuel Kilolo Yumba a pour soutenir le programme de la santé universelle prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initié la fabrication des briques cuites afin de construire des centres de santé modernes qui offriront des soins de qualité aux habitants du territoire de Kasenga. Réforme entreprise par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou fait reprendre progressivement et avec assurance l'administration publique de ses lettres de noblesse. Le caucus des élus de la Mongala veut en savoir plus. Voilà pourquoi ces élus ont rencontré le VPM de la fonction publique. Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moke Maluma. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a échangé le jeudi 3 juillet 2025 avec les députés nationaux membres du caucus de la Mongala. Objectif, faire les points sur les avancées de la réforme de l'administration publique, notamment la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, la digitalisation des démarches administratives et le nouveau système de sécurité sociale. Il nous a démontré les efforts qu'il est en train d'effectuer pour moderniser la fonction publique. Nous sommes là pour soutenir ces réformes et en même temps, maintenant que nous sommes en vacances parlementaires, au niveau de nos bases également, nous allons relayer ce message pour accompagner et soutenir le VPM de la fonction publique. Ce pays a besoin de personnalités convaincues de ce qu'ils font, mais aussi des personnalités capables d'innover. Dans les cas échéants, le VPM est en train d'innover dans son secteur. Et il mérite des encouragements des siens que nous sommes. Les élus du peuple ont salué l'élan de la modernisation et soumis les préoccupations spécifiques de leur circonscription électorale. Nous sommes entrés en profondeur concernant la province de la Mongala qui a aussi beaucoup de préoccupations, représentées par ces élus ici, chacun dans son territoire, sans oublier que nous sommes députés nationaux. Nous avons également abordé des problèmes qui concernent la nation congolaise. Tout cela dans le cadre de pouvoir accompagner l'action gouvernementale, soutenir notre gouvernement et soutenir également le ministre de la fonction publique. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a assuré de l'engagement du gouvernement à apporter des réponses durables aux défis posés. Les expropriés sur le projet de rocade de Kinshasa seront indemnisés, même s'il y a eu un retard dans le paiement. Les revendications sont donc légitimes et la commission interministérielle le prend tout en compte, explique le coordonnateur, l'ingénieur Georges Gauchy. La commission interministérielle a constaté qu'en dépit de la sensibilisation accrue des personnes affectées par le projet, des zones d'ombre semblent persister, ce qui entraîne de l'agitation auprès des communautés concernées. Quant aux inquiétudes exprimées par les personnes affectées par le projet, portant sur le paiement des indemnisations, une procédure est prévue à cet effet et suit son cours normal. Qu'à ce jour, sur un effectif global de 3813 parcelles et ou concessions à exproprier, on a relevé que 700 personnes affectées sur les 3813 sont en ordre avec les documents administratifs. Et que bientôt, pour ceux qui ont signé le procès-verbal de négociation, il sera procédé incessamment au ravitaillement de leurs comptes bancaires ouverts à cet effet. Pour le reste des personnes affectées, la commission interministérielle poursuit les négociations. La commission interministérielle rappelle aux personnes affectées par les projets et à l'opinion publique que les experts qui constituent cette commission travaillent dans le respect des instructions de la hiérarchie. C'est l'occasion pour la commission interministérielle d'inviter toutes les personnes affectées par le projet
au calme. Parlons économie nationale, respect de prix sur le marché congolais. Comment suivre? Eh bien, plus de 650 agents et cadres de ce ministère viennent de passer un test d'évaluation du 3 au 4 juillet courant avec le concours de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi et la société Orange. Ces techniciens contrôleurs économiques sont appelés à certifier la maîtrise des leçons apprises. Rodépanda. Après la formation sur les techniques de contrôle économique, les 650 agents et cadres du ministère de l'économie nationale ont été soumis à un test d'évaluation des compétences du 3 au 4 juillet 2025 à Kinshasa. L'objectif est de s'assurer de la maîtrise des leçons apprises avant d'intervenir sur le terrain de contrôle auprès des opérateurs économiques, mais surtout de veiller au respect strict de la structure des prix applicables en RDC. Les inspecteurs économiques répartis dans 2 sites, notamment au centre Orange, en face du stade des Martyrs et au siège de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi dans la commune de la Gombe, ont répondu à cette série de 25 questions au choix multiples. Au finish, les résultats s'affichent automatiquement et l'agent est informé sur son niveau réel. Les contrôleurs économiques, face à cet exercice, restent confiants et satisfaits de ce nouveau système initié par le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. C'est tout à fait normal, après une formation, qu'il y ait un test d'évaluation pour comprendre comment les matières ont été pigées. Cette formation devait être continuelle. Cet exercice est bénéfique pour moi parce que depuis que je suis au ministère, je n'ai jamais fait un tel test. Je suis très content de ça. L'expérience et l'expertise de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi avec les tests de la bourse Excellencia ont été mises à profit pour apporter un appui logistique, technique et organisationnel nécessaire, tandis que la société Orange a mis à la disposition des organisateurs son centre sur Huileri. Depuis sa nomination à la tête du ministère de l'économie nationale, il faut le dire, Daniel Mukoko Samba s'emploie activement à la mise en place d'une administration de qualité avec un personnel mieux outillé et prêt à répondre aux exigences de l'éthique et la déontologie, base essentielle pour une administration de qualité au cœur du développement. Parlons à présent de ce protocole d'accord sur la formation et la recherche scientifique scellé entre l'ENA et l'UPC. Ceci traduit la volonté commune de renforcer les synergies académiques et professionnelles entre ces deux institutions. Le directeur général de l'ENA et le recteur de l'UPC ont procédé à la signature de ce document. Betty Amani. La bonne gouvernance passe par la qualité des ressources humaines. L'École nationale d'administration et l'Université protestante du Congo, des institutions dont les devises convergent, s'engagent à nouer un partenariat dans les secteurs de la recherche scientifique et la formation. La signature de la convention des collaborations entre ces deux institutions a eu lieu entre le directeur général de l'ENA, Tombola Mouké, et les recteurs de l'UPC, les professeurs ordinaires, Kwim Bibibinkan. Ça s'inscrit parfaitement dans les cadres des missions poursuivies par nos deux institutions. Il y a donc une convergence et à l'École nationale d'administration, depuis le début de l'année 2025, on s'est doté d'un plan stratégique qui couvre la période 2025-2027 autour de l'ambition de réformer l'ENA pour réformer l'État. Ce partenariat structurant traduit une volonté commune de renforcer les synergies académiques et professionnelles entre les deux institutions dans le domaine de la formation, de la recherche appliquée, à travers la valorisation de la revue Inflexion de l'ENA. Cette convention de collaboration entre l'UPC et l'École nationale d'administration sera au service, bien sûr, d'abord des étudiantes et étudiants, aussi du personnel. Il y a la formation continue, il y a les publications et les recherches. Au terme de cette signature, un chronogramme d'activité sera élaboré. Cette cérémonie de signature a eu lieu au Centre interuniversitaire de recherche en économie mathématique de l'UPC. Violence sexuelle basée sur le genre, il faut organiser les audiences foraines pour tout acte de violence, mener un plaidoyer pour des réformes judiciaires favorables aux victimes, mais aussi et surtout rejeter les amnisties pour les auteurs des crimes graves. Ce sont là les recommandations phares formulées à l'issue du premier forum national sur le droit à la réparation organisé par Fonarev. Plusieurs experts africains ont participé à ce grand rendez-vous, nous dit Eric Abamba. Un deuxième round entre la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes SIAVAR d'un côté et d'autre côté, tous les partenaires d'aide aux victimes en RDC.
Au cours de ces deuxièmes dialogues de haut niveau, la CIAVAR a présenté à ses partenaires techniques et financiers sa feuille de route pour l'exercice 2025. Axé sur des priorités stratégiques, ces plans visent à renforcer la politique publique en matière de réparation des victimes et de prévention des crimes internationaux. La dynamique a été lancée par une table ronde sur l'appropriation et la reconnaissance internationale du Genève-Cost. Des ateliers, des colloques, des forums seront aussi organisés au cours de cette année pour mieux accompagner toutes les mesures liées à la justice transitionnelle selon les explications du coordonnateur de la CIAVAR. Nous avions voulu inclure un certain nombre de choses. Par exemple, le premier, c'était de définir un mécanisme d'appropriation. On ne voudrait pas que le 2 août soit uniquement une commémoration qui est faite entre le gouvernement, un certain nombre d'acteurs et une poignée de personnes, de Congolais. Nous voudrions que ce soit tous les Congolais qui commémorent les victimes, mais également les personnes qui ont porté assistance à ces victimes-là. Associé à cette cérémonie, le FONAREV a lui aussi présenté son plan d'action 2025. Identifier plus d'1 million de victimes de violences reste l'une des priorités pour la structure, a précisé la directrice générale adjointe Emmanuela Zondi. Le FONAREV a déjà procédé à l'identification. Il a déjà identifié plus de 250 000 personnes à ce jour. Et donc, il y a toute une étape qui est consacrée par la loi pour avoir les statuts des victimes. Et c'est justement ces étapes-là que nous suivons. Des moments de présentation qui ont juste après laissé place au panel entre les participants pour un débat de fond afin de mieux coordonner des actions à mener sur le terrain pour accompagner les victimes. Lutte contre la spoliation du patrimoine immobilier et la mauvaise gestion de l'eau. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire sollicite l'accompagnement de la justice. C'est dans cette logique qu'elle a entamé les itinérances dans les instances judiciaires du pays. Marie-Thérèse Sombo vient d'échanger avec le procureur général près la Cour de cassation pour des dispositions utiles à l'Ambikaï. Plus rien ne sera comme auparavant dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et su. C'est dans le cadre de la lutte contre les détournements des deniers publics et la spoliation du patrimoine immobilier de l'ESU. La ministre des tutelles, professeure Marie-Thérèse Sombo, est allée saisir le procureur général près la Cour de cassation pour combattre ces fléaux qui gangrènent son sous-secteur. Les présumés mauvais gestionnaires, les fausseurs et le présumé spoliataire seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Une action saluée par Fumé Vondé qui pense déjà au partenariat entre le SU et la justice. Le président de la République avait instruit parce qu'il y a eu vent d'allégations de mégestion. En cas de mégestion, il était question de poursuivre les mauvais gestionnaires. Cette démarche s'inscrit également dans le cadre de protéger le patrimoine de notre sous-secteur. En effet, beaucoup d'établissements sont spoliés. Il a réagi très favorablement. En ses propres termes, il a parlé du partenariat que nous devons nouer entre l'enseignement supérieur et notre système judiciaire. Cette mission d'itinérance amènera Marie-Thérèse Sombo dans d'autres instances judiciaires de la République pour la mise en œuvre de cette action publique. Les travaux de rénovation de l'aéroport de Bipemba Mbujimayi avancent sûrement vers l'objectif. Le directeur général de la RVA est descendu sur le terrain pour apprécier le niveau atteint. Edith Chala. Au deuxième jour de sa visite dans le Kasaï oriental, le directeur général de la Régie des voies aériennes, RVA en sigle, Léonard Ngomambaki, en compagnie des experts techniques de la Banque africaine de développement, a apprécié le déroulement des travaux de l'aéroport de Bipemba. Ceux qui doutaient encore des travaux peuvent voir la qualité des chaussées aéronautiques, les infrastructures construites. Je pense qu'on peut être fier de cette coopération entre la Banque africaine de développement et le gouvernement de la République démocratique du Congo au profit de la population de la ville de Mbujimayi et de la population environnante. La tour de contrôle, la caserne anti-incendie, qui doit être prolongée de 700 mètres pour faire en somme 3000 mètres, connaissent une progression selon les attentes. L'objectif pour nous, nous venons de faire le tour pour voir là, on va prolonger les 300 mètres, les 700 mètres, voir
quelles sont les personnes à désintéresser, quelles sont les contraintes, quelles sont les difficultés. Et nous avons vu, nous avons une idée, nous avons approfondi les études pour que nous puissions répondre à la demande du gouvernement. La population est dans une grande joie parce que d'une première fois, Buji-Mayi va avoir un aéroport international doté de toutes les infrastructures possibles. Et la population est très contente et la population ne cesse de féliciter le président et le chef de l'État partout où il passe. Après cette visite à l'aéroport, le directeur général de la RVA et le ministre provincial du Kasaï oriental en charge des infrastructures se sont déplacés pour les sites où seront logées toutes les personnes expropriées dans le cadre de l'élargissement de l'espace aéroportuaire. Appelé Cité de l'Espoir, les logements des sinistrés seront construits selon les règles de l'art. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Macaire Goulefoy. Il est président national et représentant légal de Full Gospel en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de la tenue du 9 au 12 juillet courant de la Convention nationale de Full Gospel. Président, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous confirmez donc la tenue de la Convention nationale. Ça se tiendra où précisément et comment ça va se passer? Exact. Je viens à ma qualité de représentant légal confirmer aux membres et à nos invités la tenue de la 31e Convention nationale à Lubumbashi du 9 au 12 juillet prochain. Donc c'est déjà la semaine prochaine. Ça va se passer comment? Nos invités sont de toutes catégories. Nous avons des séances réservées aux autorités politico-administratives et judiciaires. Avec eux, ça sera autour du thème de la bonne gouvernance. Et nous avons aussi des plénières avec les autorités religieuses, parce que l'homme reste toujours au centre avec ces autorités-là. Et puis après, tous les autres membres qui ne sont pas ni dans l'une ni dans l'autre catégorie. Nous avons vu votre thème est retenu, c'est la vision. La vision, c'est le peuple. Qu'est-ce qui justifie ce thème en ce moment précis? Ce thème, c'est Dieu qui a toujours l'homme au centre. Vous savez, depuis que l'homme s'est rebellé de Dieu, Dieu cherche à le ramener par tous les moyens pour qu'il vive encore, même après sa mort sur la terre. Alors cet homme rebelle, il est au centre, et comme il est au centre, nous devons chercher par notre façon de nous comporter, parce que nous, c'est faire découvrir l'amour de Dieu aux autres au travers de notre qualité de vie. Vous avez un message d'interpellation, de conscientisation. Full Gospel existe depuis 41 ans en République démocratique du Congo, mais plusieurs ne comprennent pas vraiment ce que c'est. C'est quoi Full Gospel? Ah, exact. Le Full Gospel, c'est une association interconfessionnelle de laïcs chrétiens. Mais ces laïcs chrétiens sont des témoins dans le monde. C'est-à-dire, au travers de leur vie, ils montrent que Christ est passé par là. Et s'il gère, il gère en orthodoxe. Il gère en bon chrétien. Bon, avez-vous un message précis? Parce que la convention, c'est dans quelques jours. Avez-vous un message à adresser à vos millions de membres qui vous suivent en ce moment? Oui. Je voudrais déjà dire à nos membres comme à nos invités que cette intervention fait office d'une invitation. J'invite ceux qui n'ont pas reçu, parce que pour certains, c'est déjà envoyé. Si vous n'avez pas reçu notre invitation, notre intervention, vos invitations, nous attendons votre participation du 9 au 12. Et ceux qui ne pourront pas se déplacer, nous serons sur nos plateformes, en YouTube comme sur Zoom. Veuillez suivre nos interventions pendant ces temps. Président, merci d'avoir choisi la RTNC pour faire passer votre invitation. Je rappelle que vous êtes Monsieur Macaire Goulefoy, président national et représentant légal de Full Gospel. Merci. Merci, madame. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kisangani, dans la province de l'Alchopo et partout ailleurs sur satellite. Ce journal a été supervisé par Jacques Kababa, coordonné par Angèle Mabiala-Landou, réalisé par Patrick Bapuila et Junior Luyeye. Il a été rédigé par Diane Balaka et Edith Chala. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Jacques Méji, demain 7h Serge Merlamata. Moi, je vous reviens demain, Inch'Allah, et très bon suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir et à demain.